Socrate naquit vers 470 avant Jésus-Christ et mourut en 399. Sa vie de philosophe actif coïncide avec la période dite anthropocentrique, 450 à 400 avant Jésus-Christ. Il vécut donc en même temps que les sophistes. Il fut le premier philosophe d'Athènes, où il vécut toute sa vie. Il n'était pas issu de l'aristocratie. Son père était tailleur de pierre et sa mère sage-femme. Il eut une femme, Xanthippe, et 3 enfants. Par l'intermédiaire des dialogues de Platon, Socrate se situe parmi ceux qui ont le plus influencé et inspiré l'esprit occidental. Ce qui semble caractériser sa personne, c'est sa force éthique, sa vie juste et austère, la vivacité de son intelligence, son franc-parler et son humour. En dépit de cela, les citoyens d'Athènes étaient gênés par ces questions lorsqu'il les abordait dans la rue et au marché. Les hommes au pouvoir décidèrent que, comme les sophistes, il corrompait les jeunes et qu'il constituait un danger pour la société. Il fut condamné à boire du poison. Socrate n'écrivit rien lui-même. Nous connaissons sa doctrine, s'il en a eu une, parce que les autres ont écrit sur lui, en premier lieu par les dialogues de Platon. Il est donc difficile de savoir avec certitude ce que Socrate a réellement représenté, et quelles étaient les différences entre lui-même et Platon. À cette réserve près, nous essaierons de fournir une interprétation de la philosophie de Socrate en relation avec celle de Platon. Comme les sophistes, Socrate ne s'intéressait pas au premier chef à la philosophie de la nature, mais à l'épistémologie, à la clarification conceptuelle, définition à l'aide du dialogue et aux questions éthico-politiques. Concernant ces dernières, il considérait comme sa mission de réfuter le scepticisme des sophistes. Il y a des valeurs et des normes qui sont universellement bonnes et justes. Nous pouvons peut-être exposer les grandes lignes des principes de base de l'éthique de Socrate comme suit. La vertu et la connaissance forment une unité. Celui qui sait vraiment ce qui est juste fera ce qui est juste. Il sera heureux. Le mot grec pour vertu est arete, ce qui ne signifie pas en premier lieu vertu en un sens étroit et moralisateur, c'est-à-dire évitement de certaines actions. Au contraire, arrêter signifie l'accomplissement de son vrai potentiel en tant qu'être humain vivant en société. La vertu est donc positive et non négative. La signification essentielle de arrêter, comme celle du mot vertu, est liée à l'idée d'excellence, que ce soit l'excellence morale ou l'excellence que quelqu'un atteint en remplissant de la meilleure façon possible la fonction ou le rôle qui lui est assigné. Celui qui possède l'arrêté accomplit sa fonction d'une manière appropriée. Les enseignants possèdent l'arrêté lorsqu'ils enseignent correctement. Les forgerons possèdent l'arrêté lorsqu'ils fabriquent de bons outils. Les gens sont vertueux lorsqu'ils réalisent tout ce qu'ils peuvent selon leurs capacités, c'est-à-dire lorsqu'ils accomplissent leur vrai potentiel d'être humain. Pour Socrate, la vertu est d'une certaine manière équivalente à la connaissance, en grec épistémé. Mais il comprend la connaissance d'une façon plutôt compliquée. Celle-ci inclut la connaissance de nous-mêmes et des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Ce qui cependant caractérise Socrate est qu'il ne cherche pas cette connaissance par l'accumulation des expériences, mais principalement par une analyse conceptuelle et par la clarification des concepts vagues que nous avons déjà des êtres humains et de la société. Concepts tels que la justice, le courage, la vertu et la vie bonne. Mais cela ne suffit pas. La vertu consiste à vivre comme on le doit. Cela fait appel à des buts et des valeurs dont nous ne pouvons avoir connaissance au moyen des sciences expérimentales ou des sciences formelles. En d'autres mots, nous devons aussi avoir une connaissance du bon, en grec, tout agathon, une connaissance des normes et des valeurs ou une connaissance normative. Mais même cela ne semble pas suffire. La connaissance ne doit faire que 1. Avec la personne, elle doit être une connaissance de ce que la personne représente vraiment, et non de ce que la personne dit représenter. Nous avons ainsi 3 types de connaissances. Pirmé, la connaissance factuelle de ce qui est. 2. La connaissance normative de ce qui doit être. 3. La connaissance de ce que la personne représente vraiment. Cette tripartition un peu approximative demande à être nuancée, puisque Socrate voyait la connaissance comme une connaissance de soi par clarification conceptuelle. Connaissance de soi en tant qu'être humain et en tant que membre de la société,
acquise en clarifiant ce que l'on sait déjà et en le mettant à sa place propre, cette connaissance de soi incorporera d'une certaine façon les 3 formes de quête de connaissance que nous avons déjà énumérées. Mais si nous nous en tenons à ce schéma approximatif, nous pouvons dire que la réponse de Socrate aux sophistes peut se trouver dans le point 2. Il existe un bien universel, et on peut en avoir une connaissance. La connaissance que l'on atteint par analyse conceptuelle, à travers le dialogue, des concepts comme ceux de justice, de courage, de vertu, de vérité, de réalité, etc., est, selon Socrate, quelque chose de solide et d'invariable. À l'aide de telles analyses conceptuelles, nous pouvons parvenir à la vérité sur ce qu'est la situation et sur ce que nous devons faire. Cela s'applique à la fois à la connaissance de l'état réel des choses et à celle des buts et des valeurs, à celle de ce qu'est le bien et le juste, et de ce que nous devrions faire. Or il n'est pas sûr que Socrate croyait que nous pouvons obtenir une connaissance complète de ce qu'est le bien ou la vertu avec la seule aide de la raison, par clarification de concepts. Il se référait parfois à une voix intérieure qui lui parlait. Il appelait cette voix intérieure son daimon. C'est le nom employé en grec pour une puissance divine impersonnelle qui intervient dans la nature et la vie humaine. Il semble ici que Socrate essayait de façon ultime de fonder l'éthique non seulement sur la raison, mais aussi sur une vision divine que l'homme peut partager par intuition. Socrate n'est probablement jamais allé plus loin que de dire qu'il suivait sa conscience. La raison pour laquelle la voix de sa conscience lui a donné accès à une morale universelle reste une question intrigante. Mais si Socrate n'est peut-être pas parvenu à une conclusion philosophique, il a néanmoins contribué à la recherche d'une réponse dans la mesure où il a donné à la morale un certain fondement épistémologique. Pour faire le bien, nous devons savoir ce qu'est le bien. Selon Socrate, le bien est un concept universel. Faire le bien demande que nous sachions ce que représentent des concepts éthiques universels comme le bien, le bonheur, la vertu, etc. L'analyse conceptuelle de ces concepts universels les étant est donc importante pour le comportement éthique. Une action particulière est ensuite évaluée en la comparant à ces concepts. Leur aspect universel sert à assurer à la fois une connaissance vraie, c'est-à-dire la connaissance de quelque chose d'universel et pas seulement de quelque chose de particulier et de contingent, et une morale objective valable pour tous. Socrate questionnait les gens et essayait de les faire réfléchir sur leur propre situation et sur les points de vue fondamentaux qui guidaient leurs actions et leurs paroles. On peut dire qu'il essayait de les réveiller. C'est lié au 3e point. Socrate, tel un psychiatre, ne voulait pas que les gens répétassent simplement ce qu'ils entendaient sans l'avoir digéré. Le but des débats, dirigés par l'accouchement stimulant de Socrate, était de faire surgir ce que l'on pourrait appeler la connaissance personnelle de ceux qu'il questionnait. Nous verrons que plus tard, les existentialistes, Kierkegaard par exemple, essayèrent de faire quelque chose de similaire. 1. Il est décisif pour Socrate que l'individu se rende personnellement compte, au moyen de la conversation, de la nature du sujet. En reconnaissant personnellement la vérité d'un point de vue, une personne le fait sien. Nous trouvons ici le point fondamental de la critique des sophistes par Socrate. Nous ne devrions pas entrer dans une discussion avec des idées reçues, ni utiliser le débat pour essayer de l'emporter sur les autres. Dans une discussion, chacun devrait essayer d'en apprendre davantage sur le sujet lui-même. Le point de vue de chacun devrait se conformer à ce qu'il reconnaît être vrai à tout moment. Socrate fait donc une différence entre les mauvaises convictions et les bonnes, entre être persuadé de croire quelque chose sans en comprendre les raisons et acquérir la conviction que quelque chose est vrai et juste puisqu'on a compris les raisons qui soutiennent cette conclusion. Nous pourrions dire que c'est la distinction entre persuader par la rhétorique et convaincre par la raison. D'un côté, il y a la croyance sans connaissance, ou les opinions pauvrement établies, en grec, doxa, qu'une personne essaie de persuader les autres d'accepter. Les moyens sont ici l'art de la persuasion, la rhétorique au sens négatif. On essaie de trouver la meilleure technique pour persuader l'adversaire. La vérité du sujet n'est pas vraiment en discussion. La propagande en est un exemple clair. On gagne du pouvoir en persuadant les autres d'acquérir certaines opinions. D'un autre côté, il y a un débat ouvert dont le but est un accroissement de connaissances. En grec, épistémé. Ici, la relation prend la forme d'un dialogue où tous les participants coopèrent mutuellement pour rendre le sujet aussi clair que possible.
Le projet est de présenter et d'élucider le sujet le mieux possible. Nous avons alors une communication entre des personnes qui se reconnaissent mutuellement comme des égaux dans la recherche commune d'une connaissance plus vraie. Nous ne sommes pas ici dans une situation où les forts et les fourbes essaient de persuader les faibles ou les simples d'esprit. Il y a plutôt une tentative mutuelle de convaincre l'autre dans le but d'obtenir une meilleure connaissance pour les deux parties. Un tel dialogue promeut un développement mutuel. Socrate n'était-il lui-même rien d'autre qu'un homme de dialogue et de conviction ? Certains répondront que Socrate utilisait aussi la rhétorique, lui aussi essayait de convaincre par son habileté en matière de mots et d'arguments. Mais si la situation n'est pas telle que les participants soient raisonnables et égaux lorsque les adversaires sont intellectuellement limités par leur éducation, ou si le prestige et le profit matériel sont en jeu, une discussion libre peut être très difficile, et il en est sans aucun doute. Souvent ainsi, dans de tels cas, le problème est de savoir comment établir les conditions d'une discussion libre et raisonnable. Provocation, arguments choquants, inappropriés et persuasion rhétorique peuvent jouer un rôle. Tout comme les psychothérapeutes utilisent parfois des psychotropes ou d'autres moyens externes pour déclencher une communication volontaire lorsque la communication est en panne ou qu'elle n'est pas complètement établie, on peut imaginer que dans le dialogue, la persuasion est utilisée pour déclencher une situation caractérisée par la conviction rationnelle. C'est pourquoi on doit distinguer entre d'une part l'usage de la persuasion et d'autres outils de manipulation pour réaliser une situation libre et rationnelle, et d'autre part l'usage de ces techniques pour opprimer et contrôler les autres. Si la communication avait aussi échoué en Grèce ancienne, et si Socrate avait utilisé la persuasion pour établir les conditions d'une communication saine, alors on pourrait comprendre qu'il ait rencontré une puissante opposition. Ceux qui interprètent le discours de Socrate comme un verbiage inapproprié ou une rhétorique inutile peuvent alors se rendre compte qu'il a souvent trouvé une situation trop défavorable à un débat libre et raisonnable. En conséquence, en utilisant des moyens rhétoriques fermement axés sur la conversation, il essayait de poser les bases d'un cadre commun de référence dans lequel le libre processus dialectique de pensée pourrait finalement se développer entre les participants. Le fait que Platon écrivait des dialogues avec des descriptions de scènes et qu'il n'allait pas droit au but comme dans une dissertation soutient cette interprétation. Pour qu'au moins deux personnes puissent correctement communiquer sur un sujet, elles doivent établir un cadre commun de référence qui leur permette de saisir les détails aussi clairement que possible. Dans un texte ordinaire, il ne peut être certain que le lecteur saisisse le cadre de référence de l'auteur. La forme du dialogue peut plus facilement peut-être créer une base commune au lecteur et à l'auteur. Cela signifie que le dialogue est préférable à l'exposé et au monologue. Comme on le sait, Socrate n'écrivit rien lui-même, mais il participait souvent aux conversations. On dit que Platon croyait qu'écrire sous forme d'exposé en prose est une entreprise douteuse. Nous sommes maintenant revenus à la première thèse de notre propos, c'est-à-dire que la vertu est d'une certaine manière la connaissance et peut en un certain sens s'apprendre. Cela explique aussi la deuxième thèse. La connaissance du juste conduit nécessairement à des actions justes. Cette thèse devient compréhensible lorsque nous parlons de la connaissance que nous incarnons. Si vous avez quelque connaissance de ce qui est juste, vous serez aussi juste. Il est par définition impensable qu'un individu appréhende le bien sans en même temps agir conformément à ce bien. Si vous avez d'abord acquis personnellement quelques connaissances du bien, de pair avec une connaissance correcte de la situation, alors il est logique que vous fassiez ce qui est juste, ou mieux, que vous fassiez ce qui est juste est la preuve que vous avez vraiment acquis personnellement la connaissance. La troisième thèse peut néanmoins être encore une source d'étonnement. L'action juste conduit nécessairement au bonheur. Socrate, homme juste qui a accompli des actes justes, fut condamné à mort. Est-ce là le bonheur ? Il est donc clair que l'utilisation du mot bonheur, en grec eudaimonia, par Socrate signifie quelque chose de plus que le désir. Pour Socrate, la souffrance physique et la mort ne peuvent empêcher le bonheur. Être heureux lui semble étroitement lié à être en paix avec soi-même, à avoir bonne conscience et du respect pour son milionneski pour soi-même. Le bonheur est ainsi lié à l'intégrité et à l'identité humaine. La personne qui excelle en tant qu'être humain et qui est ainsi un être humain complet est heureuse. Le bonheur, l'intégrité et la vertu sont donc liés de la même manière que le sont
le bonheur est la connaissance du juste et des actions justes. Tout ce qui peut nous arriver d'autre, quoi que ce soit, n'a aucun rapport avec la question de l'étendue de notre bonheur. Nous rencontrons ici des caractéristiques de l'éthique de Socrate qui nous font penser au stoïcisme. Les dialogues de Platon présentent Socrate comme un philosophe qui s'interroge. Dans ses conversations, il essaie de développer notre capacité à nous poser des questions. Nous devrions nous rendre compte que nous sommes faillibles et qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Dans ce sens, nous devrions reconnaître que nous sommes ignorants. Dans un système ultérieur, une telle connaissance sera nommée docta ignorantia, la docte ignorance. Quand nous savons que nous ne savons rien, nous pouvons devenir sensibles aux propositions des autres qui sont susceptibles de nous apporter des réponses nouvelles et meilleures. Ainsi, à travers ces dialogues philosophiques, Socrate n'est pas seulement un pionnier dans la recherche de réponses universellement valides, mais aussi un pionnier dans la conception de la philosophie comme dialogue ouvert et autocritique qui admet notre nature faillible.